comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Eh bien, il y a un tournant qui commence à attirer l'attention. Surtout en pensant qu'une guerre arrive, qu'elle pourrait s'étendre, qu'elle pourrait être longue. Selon ce que rapporte, ce que confirme Reuters lui-même, le média, l'agence de presse Reuters. Eh bien, cela a surpris aujourd'hui parce qu'ils assurent que la préparation des États-Unis est aujourd'hui. L'intuition que nous avions sur les mouvements que nous voyions, c'était précisément cela. Ce que nous vous disions, c'est que, regardez, ils envoient le plus grand porte-avions qu'ils ont, alors qu'ils ont déjà un porte-avions, alors qu'ils ont déjà, en plus de la flotte de ce porte-avions qu'ils ont. En plus de cela, ils ont un autre destroyer, ils ont les bases militaires qui sont au Moyen-Orient, à peu près 40 000 soldats. Pourquoi en veux-tu un autre si tu en envoies déjà un? Là, c'est vraiment un autre niveau. Eh bien, selon ce que rapporte Medio, Reuters révèle en exclusivité. Selon eux, ils ont informé l'armée des États-Unis que des plans pour une campagne militaire de longue durée étaient en préparation. Au moins de plusieurs semaines, poursuivent-ils. Il faut rappeler que la dernière fois, les Israéliens sont restés 12 jours, mais les États-Unis sont intervenus seulement 40 minutes. Ils ont bombardé puis sont repartis sans revenir. Ceux qui ont vraiment opéré, ceux qui ont vraiment fait la guerre, disons, c'était donc entre Israéliens et Iraniens, n'est-ce pas? Les États-Unis sont intervenus, disons, juste un petit moment, et rien de plus cette fois-ci. C'est ce qu'ils disent. Selon les responsables américains, cités sous anonymat, cette opération serait bien plus vaste qu'une attaque ponctuelle menée en juin. Donc nous voyons que vers cette région, nous allons nous rapprocher de l'Iran, pas de cette zone. Nous le savons déjà. La base militaire ici, le porte-avions, un porte-avions qui est déjà prêt dans cette zone, le porte-avions USS. Gerald Ford, qui était dans les Caraïbes, eh bien il prend déjà la direction du Moyen-Orient. Combien de temps cela va-t-il prendre? Eh bien cela va prendre quelques semaines. Les mouvements autour des bases militaires que possèdent les États-Unis ne seront pas immédiats. Il faudra voir quelle sera la réaction par exemple de la Turquie, car la Turquie s'est opposée à cette situation. Cette fois, selon ce que dit Reuters, il ne s'agirait pas d'une attaque unique. On étudie un scénario d'échange de guerre. Si on l'étudie, eh bien c'est une possibilité comme celle-ci, une possibilité d'un conflit armé à long terme. Pas à long terme, mais de longue durée, avec accumulation sur plusieurs semaines. Le Pentagone a envoyé un deuxième porte-avions. Cela a été confirmé aujourd'hui. En plus de milliers de soldats supplémentaires, de destroyers lance-missiles, d'avions de chasse configurés, une force capable à la fois d'attaquer par terre et de défendre également d'éventuelles positions militaires. Les diplomates des États-Unis et de l'Iran ont eu des discussions à Oman avec les personnes de la semaine dernière, et il y aura d'autres discussions. Les discussions ne sont donc pas finies aujourd'hui. Nous allons parler des détails du 17 qui vient juste d'être confirmé. Le 17 février, il y aura une autre discussion entre les États-Unis, peut-être la dernière. Non, c'est que, mais en attendant, la préparation est pour. C'est-à-dire, si soudainement les États-Unis ou Donald Trump disent « voyons voir », eh bien, ce sera un. Est-ce qu'ils sont déjà prêts ou bien ils se préparent déjà pour une guerre de plus longue durée? Maintenant, ce que dit aujourd'hui Donald Trump, écoutons-le. Écoutez ceci et on en parle. Ils ont déjà commencé et l'Iran, eh bien, il semble que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver. Pendant 47 ans, ils ont parlé. On lui demande si le régime des Sirénistes devrait changer. Il dit qu'un changement de régime arrive. Il dit que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver. Il parle depuis 47 ans et pendant ce temps, nous avons perdu beaucoup de vies pendant qu'il parle. Jambes, bras et visage défigurés, dit le même Donald Trump. Des paroles assez dures qu'il prononce, puisqu'il parle déjà ouvertement d'un changement de régime, cela aussi, eh bien, attire l'attention. Oui, les paroles d'aujourd'hui étaient dures, affirmant qu'on a déjà besoin de ce changement. Et de leur côté, eh bien, les diplomates des États-Unis partiront. Comme ceux des États-Unis partiront, il faut rappeler qu'ils vont avoir ces conversations. Le président a dit, pourriez-vous, c'est une autre vidéo. Écoutons ceci, je voudrais en parler, oui, écoutons-le maintenant, ce qu'il a dit. Les sites nucléaires ont été totalement anéantis, que faut-il faire de plus? Eh bien, il y a une déclaration faite par Donald Trump. On l'interroge sur ses affirmations selon lesquelles les sites nucléaires iraniens étaient totalement détruits. Vous vous souvenez de la guerre des 12 jours?
Il affirmait cela et toute personne qui le remettait en question mettait en doute le courage des soldats, enfin les pilotes qui ont détruit tout ça. Donc aujourd'hui, le commentaire est-ce qu'il pourrait aller chercher ce qu'il reste, peut-être seulement de la poussière, mais il prendrait probablement ce qui reste. C'est-à-dire laissant entendre qu'encore une fois, Ispahan et toutes ces installations nucléaires pourraient être attaquées à nouveau. Évidemment, il n'admettra pas qu'ils n'ont pas tout détruit. Non, ce n'est pas notre style. Mais le fait qu'ils disent qu'ils pourraient attaquer à nouveau, même s'il ne reste que de la poussière, signifie qu'il reste peut-être encore une partie des installations. C'est aussi assez intéressant et, eh bien, on a observé cette carte. Alors je vais la mettre ici. Lors de la dernière mise à jour, on a constaté une grande expansion militaire au Moyen-Orient, avec l'envoi du porte-avions General Ford. Oui, mais il y a aussi déjà 3 destroyers là-bas. Le Roosevelt, le Bullis Clay et le Buey Clay. Voyons quelle essaye la différence. Oui, Clay. Tu as une différence ? Qui est répété? Oui, c'est vrai que c'est répété et là il montre 3 destroyers. À part cela, nous allons développer un peu plus pour voir exactement de quoi il s'agit pour chacun des points que les États-Unis ont. Voyons si nous pouvons zoomer ici. Et nous voyons que celui que nous voyons ici... Eh bien, ici, nous voyons une partie des destroyers qui sont aux États-Unis, qui sont au Moyen-Orient. Certains sont là depuis longtemps. Il ne faut pas oublier qu'ils y sont déjà depuis un moment. Par exemple, l'IOS Smith, l'IOS Mafal sont aussi là depuis un bon moment et il y a aussi l'IOS Abraham Lincoln qui vient d'arriver. C'est un porte-avions qui a attiré l'attention, par exemple. Exactement. C'est-à-dire, c'est ce que nous allons voir. On peut regarder en détail, pas à pas, pour voir si on peut l'observer et... C'est-à-dire que c'est assez important. L'équipe qui est là ne peut pas rester là sans raison. Rappelez-vous que la même chose s'est produite avec le Venezuela. Nous avons vu un Venezuela encerclé et cela a duré des mois, n'est-ce pas? Il a même été perdu pendant longtemps. Oui, il allait vraiment se passer quelque chose, n'est-ce pas? Finalement, il y a eu du mouvement, même si ce n'était pas complet. Donc ici, nous voyons l'USS Mitchell, l'USS McFall, qui serait né parmi ceux qui sont là, l'Abraham Lincoln, comme tu l'as déjà dit, le groupe de frappe Carmen, qui comprend 3 destroyers, le Frank Peterson, l'USS Spurance, l'USS Michael Murphy. 2 sous-marins. Regarde, il y a aussi 2 sous-marins. Je ne sais pas. On peut les voir là-bas. C'est l'USS Georgia et l'USS South Dakota, n'est-ce pas? Ceux-là seraient aussi maintenant dans cette zone, mais ils se trouvent plutôt du côté de la mer d'Arabie. Voyons si on peut les voir par ici. En bas, on peut apercevoir 3 navires militaires chinois. Oui, ça aussi. Eh bien, c'est aussi une partie importante de ce qui se passe dans cette zone. Bon, voyons jusqu'où cette situation va évoluer. Jusqu'où ça va monter, non? Mais voilà, la Chine est là, l'Iran est là, non? Qui apparemment, sur ce sujet, n'a pas beaucoup de ressources. Ils n'ont pas, un navire qui transporte des drones et des petites armes. On ne parle ni de porte-avions ni de sous-marins, mais de destroyers. Oui, non, ce qu'ils ont beaucoup, ce sont des missiles balistiques. Par exemple, non, cela pourrait être dangereux. C'est justement l'une des choses qu'Israël et les États-Unis veulent leur limiter. Et dans ce sens, Trump a raison. Dans le sens où les ayatollahs parlent depuis très longtemps, ils disent une chose puis une autre. Toujours avec une attitude très anti-États-Unis, anti-Israël et anti-Occident. N'est-ce pas? Fondamentalement, en affirmant que la destruction de l'Occident est leur mission. Et c'est un sujet qui a inquiété. Mais on commence déjà à observer, à se rappeler quel type d'armes ils possèdent. Par exemple, ce que nous voyons ici, ce sont déjà des essais qu'ils mènent, des opérations qu'ils conduisent. Les systèmes de défense aérienne S-400, qui sont de fabrication russe, il faut rappeler qu'ils possèdent aussi des missiles russes. Cela se fait à Ispahan, ce qui, selon les experts militaires, assure une amélioration notable des capacités de défense aérienne. Ils disent que, si la guerre éclate cette fois-ci, elle devrait vraiment être différente. Parce que, ce qui s'est passé le 12 juin a permis d'apprendre certaines choses, d'autres non. Et ils pourraient essayer d'appliquer cela. Passons à d'autres points concernant ce qui se passe avec l'Iran. Ce que nous voyons ici, ce que l'on peut voir ici, tout est à l'envers. Tout n'est pas retourné.
On va le remettre en ordre tout de suite. Mais ce que vous voyez ici, voyons si on peut le faire pivoter. Je crois que... c'est ça. Ah non, je ne sais pas pourquoi ça ne continue pas, mais bon, le fait est que ce que nous voyons ici, c'est une, communication. Un rapport, un petit extrait d'un rapport. Voilà, c'est du New York Times, exactement, non? Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, il est dit que des hauts fonctionnaires des États-Unis, évidemment, ont laissé filtrer qu'ils restent très sceptiques quant au fait que les Iraniens acceptent un accord qui plaît à Donald Trump, qui plaît aussi à Benjamin Netanyahou, et donc qu'ils ont. En gros, M. Trump commence à perdre patience avec cette question des négociations, et chaque jour, on le voit de plus en plus agacé sur ce sujet. Trump a également envisagé de manière assez libre diverses actions militaires, y compris attaquer par exemple le programme nucléaire de l'Iran et sa capacité à lancer des missiles à double usage. Ils envisagent également d'envoyer des commandos américains pour attaquer des cibles militaires iraniennes, entre autres mesures. Cela fait partie des informations qui ont fuité aujourd'hui. Alors, regarde, entre ce que confirme Reuters, ce que commente le New York Times, et ce que dit Trump lui-même. Eh bien, dites-moi, où est-ce que cela apparaît? Une négociation, c'est-à-dire, cela ne ressemble pas à une négociation. Cela ressemble plutôt, au prélude d'un conflit armé à grande échelle, et pas vraiment à une véritable négociation. Voyons ce qui se passe là-bas, ici. Sur cette image, nous voyons un commentaire que fait Donald Trump aujourd'hui, où enfin, en se rappelant, n'est-ce pas, c'est la projection de celui d'aujourd'hui. Le commentaire qu'il a fait pendant les manifestations, où il disait aux gens de continuer à manifester. Mais ces audiences fonctionnaient-elles aussi? C'est aussi ce que dit le New York Times. Ils ont dit que planifier une seconde attaque contre l'Iran était plus complexe, car les Iraniens étaient déjà sur leur garde. De plus, cette fois-ci, les États-Unis répondraient, ils riposteraient évidemment contre les bases, les porte-avions, tout ce qui pourrait être attaqué. Il y a environ 2 ou 3 semaines, quand il semblait que l'attaque allait avoir lieu, l'Iran a immédiatement menacé les bases d'Oman, toutes les bases qui se trouvaient dans la région. Il faut surveiller l'indice de la pizzeria, pas celui des pizzas du Pentagone. Eh bien, regarde, c'est relativement calme. Oui, il y a eu des pics, oui, il y a eu quelques pics, mais rien d'inhabituel. À l'exception de Domino's Pizza, qui semble être la préférée de ceux du Pentagone. Non, et il y a aussi celle-là, qui s'appelle Oui de Pizza, mais à part ça, je ne sais pas. En plus, comme c'est le 13 février, peut-être qu'ils deviennent romantiques avec les pizzas. Peut-être, mais regardez par exemple un sujet qui circule, c'est que les autorités, dans les rares conversations qu'il y a eu, il y en a eu 2, n'est-ce pas? Les autorités iraniennes refusent de négocier la question du programme de missiles balistiques. C'était leur point fort pendant la guerre des 12 jours. Ils affirment que cela relève de leur stratégie de défense iranienne. Évidemment, il faut alors rappeler que les États-Unis ont, par exemple, introduit clandestinement 6000 terminaux Starlink pour les récentes manifestations qui ont eu lieu. C'est ce qu'a indiqué The Wall Street Journal. Le régime, évidemment, cela l'a énormément dérangé et il a pris toutes les mesures nécessaires pour gâcher ce que c'était. Le signal de Starlink a beaucoup compliqué l'envoi des vidéos et le commandement central des États-Unis a achevé sa mission de transférer plus de 5700 détenus de l'État islamique d'Irak. Ce sont ceux qui faisaient partie de l'État islamique et qui étaient en Syrie. Eh bien, cela fait partie des mouvements qu'ils ont effectués. Aussi, il faut se rappeler qu'une partie du groupe des réfugiés, des groupes affiliés à l'État islamique, avait également certains liens avec l'Iran. Une guerre ne peut pas être menée, surtout dans un pays démocratique, si tu n'as pas le soutien du peuple. Donc, c'est seulement en comprenant ce qui se passe à l'intérieur, je parle des médias. Il était possible que les gens, au moins une partie de la population, disent « Eh bien, une guerre est justifiable, non ?» Alors, je pense aussi qu'une partie de ces mots Starlink qui étaient envoyés, je vois ici qu'il y a déjà une décision de faire la guerre, c'est-à-dire que bien avant les protestations, tout cela était déjà décidé, il ne restait plus qu'à savoir quand, et ce qu'il fallait, c'était que l'on sache ce qui se passait à l'intérieur. Mais comme ce n'était pas possible, parce qu'ils bloquaient ton internet, ils ont dit « Envoie-leur tous les Starlink que tu peux, non ?» Oui. Et au moins que l'information arrive et que le public américain, pour ainsi dire... Et au moins qu'elle arrive. Et que le public américain voit.
Parce que sinon Trump ne peut rien faire. Rien, absolument rien. C'est-à-dire, c'est comme ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre, non? Ils avaient donc besoin d'un prétexte pour la guerre? Et donc en partie, je veux dire, même si les décisions étaient déjà prises, en partie ce qui s'est passé à Pearl Harbor et tout ce genre de choses, c'était vraiment ça, non? Et si on y pense, il y a toujours eu certains événements qui, d'une manière ou d'une autre, permettent de soutenir davantage un conflit. Non, oui, mais il y a toujours des gens contre, évidemment, et aussi des gens pour, ou des gens qui s'en fichent complètement. Mais dans ce cas, le fait de voir qu'il y a une population qui se retrouve pratiquement au milieu de tout ce conflit, et que les Iraniens, en fait, ont même envoyé énormément de messages en disant « Écoutez, nous voulons mettre fin au régime. » Non. Bien sûr, eh bien aujourd'hui, par exemple, sur la question de l'État iranien, ils ont été très ouverts quant à leur mépris. Les États-Unis ont brûlé des images où apparaît Donald Trump mettant en scène des actions où il décapite Donald Trump. Donc, le niveau de violence de l'Iran, du gouvernement iranien envers les États-Unis et Israël est élevé en ce moment? Oui, c'est-à-dire il n'y en a pas. En fait, on ne voit pas non plus qu'ils veuillent négocier d'aucune manière. On ne voit pas de diplomatie? Ni diplomatie, ni négociation. Ils ont dit que leur ligne rouge, c'est la question nucléaire et la ligne unique pour justifier une non-guerre. Nous allons dire non. Un mouvement diplomatique sera celui qu'ils permettront. Le seul qui est sorti pour dire qu'il permettrait d'observer le programme nucléaire, c'est Pézistian. Mais à part ça, il semble que non. Il n'y a pas d'autres groupes forts parmi les ayatollahs, encore moins qui permettent que cela puisse entrer maintenant. Des responsables américains reconnaissent qu'ils s'attendent à ce que les représailles directes de l'Iran ne se limitent pas seulement à l'intérieur ou aux environs. Je ne sais pas, mais ils savent que les attaques, donc, peuvent même avoir lieu aux États-Unis. C'est-à-dire, cela peut viser d'autres intérêts, cela peut être en Israël, cela peut être aux États-Unis. Ils ont des groupes ou personnes infiltrées. Dans ce cas, une guerre pourrait éclater et on voit déjà des sabotages ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est aussi comme ça. Ils renforcent, je suppose, moi non. Le service de renseignement doivent renforcer, la sécurité intérieure des États-Unis doit renforcer. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose que celui-ci, que Hamas, ce n'est pas la même chose qu'un autre groupe, où celui-ci est un groupe. C'est un pays pour commencer et un pays pétrolier qui, pendant des années, s'est préparé à cela pendant des années. C'est-à-dire, il s'y prépare depuis longtemps. Je crois que presque depuis le début, en tant que pays, il se préparait à un mouvement comme celui-ci. En y repensant, je ne le savais pas. Pour les films, non, et pour la science, un peu grâce à la science-fiction, car le film était vraiment curieux. Ce film produit par les Obama, comment il s'appelle? On oublie toujours le nom, on l'oublie toujours. Mais bon, ce film où tous les États-Unis sont paralysés... C'est en laissant je ne sais quoi derrière? Non, oui, en quittant le monde derrière, c'est ça, non? En laissant le monde derrière. En laissant le monde derrière, non? Et tout semble s'arrêter. Tu ne sais pas si c'est une tempête solaire, si c'est une attaque, mais il semble bien que ce soit une attaque. Et à un moment donné, un hélicoptère apparaît. Non, je ne veux pas spoiler, désolé, mais à un moment donné, clairement, l'attaque était en partie menée par les Iraniens. C'est ce qu'on laisse entendre? Non? Et ça, eh bien, peut-être que celui-ci, enfin, non, peut-être pas, non, il n'a pas forcément la capacité de... Alors ils vont envoyer des troupes et ce sera la guerre classique, normale. Non, c'est très loin, les États-Unis, ils diront alors, ce ne serait pas pour quand ils arriveront. Ils les ont déjà fait disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen, mais ce qui peut arriver, c'est qu'ils aient déjà des gens à l'intérieur. Et combien? Eh bien, qu'est-ce qu'ils savent? Alors, c'est ça le problème, non? C'est-à-dire, là, ça peut être plus dangereux que ce que ça en a l'air, non? Et c'est aussi ce qu'ils devront calculer. Ou bien, est-ce ce qu'ils ont essayé de montrer pendant longtemps? Mais passons à plusieurs autres sujets de tout ce qui s'est passé. Non, pour commencer, eh bien... Passons à un autre. Non. D'après les rapports, l'Iran serait en ce moment en train de renforcer la sécurité de ce qui serait, eh bien, ces montagnes secrètes, ces complexes secrets, ils les protègent au maximum. Des images satellites commencent à apparaître qui montrent tous ces mouvements qu'ils font sur certains sommets, dans certaines régions. En gros, ils se préparent.
Non, tout de suite nous allons aller voir quelques images. Mais l'Iran montre que dans les montagnes qui ressemblent à un désert, qui semblent n'être que quelques sommets par-ci par-là, il y a des tunnels, il y a des bunkers, qui pourraient être, une partie de la façon dont ils pourraient soutenir une guerre, n'est-ce pas? Il dit. De nouvelles images satellites de l'Institut pour la science de la sécurité internationale, ce qui est assez curieux parce que c'est, et ça. Et donc si tu le mets comme ça en entier, il s'appellerait Daesh comme le groupe terroriste. Mais bon, non, ce n'est pas ça, c'est simplement, ceci. Changer le nom. Comment ça s'appelle? Non, marketing, oui, c'est ça. L'Institut pour la science montre qu'il y a des travaux récents sur la montagne de Kolangas, également connue sous le nom de Picos ou montagne Pikex. En gros, ils ont depuis longtemps ce genre de rapport, non? Cette image, par exemple, l'une de ces images que nous avons montrées, date à peine du 10 février, qui montre du béton frais à l'une des entrées du tunnel et des engins lourds travaillant dans la zone. Exactement. Les analystes pensent que les accès sont en train d'être renforcés pour résister à d'éventuelles attaques aériennes, surtout après les bombardements de la guerre des 12 jours. Il faisait pareil dans une autre qu'on a montrée il y a environ 2 semaines. Vous vous souvenez? Rappelons qu'en juin, l'administration Trump a attaqué ces 3 sites nucléaires, Natanz, Fordow et Isfahan, des sites importants. Cependant, la montagne Pikex n'a pas été l'un des sites touchés par cela, et les bombardements, ce que cela leur génère maintenant, c'est évidemment une précaution stratégique. Ils la protègent au cas où une attaque aurait lieu. Et l'objectif réel du complexe n'a toujours pas été confirmé, c'est un mystère. Des experts suggèrent qu'il pourrait abriter des activités sensibles comme l'enrichissement de l'uranium ou le stockage d'équipements critiques. L'Iran affirme que son programme est uniquement destiné à un usage nucléaire pacifique. Comme nous l'avons déjà mentionné, le niveau d'enrichissement dépasse largement celui requis pour une centrale nucléaire. Et en plus, la quantité qu'ils avaient à ce niveau assez élevé était déjà de plus de 400 kilos. 400 plus de 400 kilos d'uranium enrichi. Non, oui, c'est-à-dire, c'était énorme, c'était beaucoup. C'est-à-dire, on parle du fait que, oui, il y a quelque chose là, il n'y a pas une intention très claire, n'est-ce pas? Maintenant, le point ici, ou ce qui est intéressant, n'est-ce pas, c'est de savoir si dans cette affaire, donc avec toute cette histoire, tout ce qui se passe, quel va être le rôle de l'OIA, non, quel va être le rôle de Raphaël Grossi. Ce serait très important. Que se passe-t-il avec ça? Eh bien, l'OIA est en train de négocier avec l'Iran pour l'accès aux installations nucléaires. Après l'attaque qui a eu lieu, parce que Raphaël Grossi a déjà dit que c'est compliqué de faire cela, c'est-à-dire après les attaques, parce que la zone a été fortement endommagée. Et il dit, Grossi, il a décrit la situation comme un point très très crucial où les deux parties maintiennent le dialogue. Même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des problèmes et que c'est extrêmement difficile, dit-il, la reprise des contacts déjà avec l'OIA est un point important, car il faut se rappeler que, l'Iran est même allé jusqu'à menacer Raphaël Grossi. Ils ont expulsé les gens de l'OIA qui étaient en Iran, ils les ont expulsés. Et donc après la guerre des 12 jours, c'était une situation, une rupture totale. Pas exactement, c'est-à-dire, il n'y a pas ça, du moins pour l'instant, il me semble. Pour moi, il n'y a pas vraiment de clarté sur ce que pourrait vraiment être l'OEA, non? Je veux dire, je comprends que l'intention de ce Grossi est très claire, non? En fait, au final, il veut simplement voir et entrer, entrer et voir exactement ce qui se passe. Mais qui garantit, qui est-ce qui vérifie vraiment là-bas les bunkers et tout ça? Seulement les services de renseignement, c'est-à-dire les seuls sont le renseignement israélien, le renseignement américain ou d'un autre pays qui a la capacité d'y aller et de dire « Attends, tu montres cette installation d'Ifajar, mais moi ce que je veux voir c'est ça, ce qu'on voit là à l'écran, non ? Je veux dire, je veux voir ces installations que tu as là-bas dans le désert. Qu'est-ce que tu fais là-bas, non ? Je veux dire quoi ? Pourquoi tu la protèges ? Exactement. Tu fais vraiment quelque chose là-bas ? Vérifions ces endroits. Je pense que ça ne plaira pas aux Iraniens. Eh bien, je ne sais pas si l'OIA en a la capacité. D'exiger quelque chose comme ça, pour commencer, d'être au courant.
Je veux dire, dans tous les cas, ils reçoivent des infiltrations d'informations de certains services de renseignement. Oui, des informateurs? Oui, des informateurs, mais au-delà de ça, je ne sais pas s'il y a une capacité plus large. Pas exactement. Eh bien, en fait, Grossi dit qu'il sait parfaitement que l'AIEA doit vérifier et qu'ils savent comment le faire, mais ils reconnaissent que c'est difficile, hein? Définir les prochaines étapes parce qu'il n'y a même pas encore d'accord, dit-il. Si le processus avance, c'est-à-dire si le dialogue progresse, hein? Il dit qu'il y en aura, il pourrait déjà y avoir des avancées plus tangibles, dit-il, dans les prochains jours, semaines ou mois, mais il dit que c'est vraiment quelque chose de très difficile. En ce moment, c'est très difficile. Et regardez maintenant, si quelqu'un pense « Non, je suis sûr que les Américains le comprennent parfaitement, Israël aussi le comprend parfaitement. » C'est-à-dire, si on pense qu'ils sont déjà prêts, non, ça ne va pas être quelque chose de très simple, non. Attaquer ne le sera probablement pas. Il faut se rappeler que les Iraniens, c'est-à-dire la garde révolutionnaire, ce sont déjà des générations. Il y a déjà eu des gens. Des pères soldats là-bas ont eu des enfants qu'ils ont aussi fait soldats sur plusieurs générations. Ils sont très conditionnés, idéologisés, comme on veut appeler ce type d'opération, et à rendre hommage, disons, à l'ayatollah. Alors, dans un de ces cas, eh bien, ça peut devenir très compliqué, n'est-ce pas? Ça t'a été difficile, hein? Les Afghans n'ont pas pu les vaincre, alors imagine, hein? Tu dis que ces groupes ne sont pas si nombreux, mais comme en Afghanistan, la majorité ne veut sans doute pas des talibans. Pourtant, ce sont eux qui ont les armes et qui ont résisté à la guerre. Alors, ils doivent bien tout calculer avant de s'engager, sinon ils risquent de créer un problème plus grave. J'imagine que c'est ce qu'ils évaluent. Allons à ce détail, parce qu'ici, on a déjà des données sur ce dont dispose plus ou moins l'Iran. Non ? Et donc, il y a certaines capacités, mais on ne va pas entrer dans ce détail. On va juste saluer rapidement la communauté ici. Comment vas-tu, Juan Carlos Sanchez? Ça fait plaisir de te voir, salutations à la ville de Mexico, ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu ici, aussi à José Mendez, à Roblé, à Cuba. Merci beaucoup Valéria, comment vas-tu? 67, à toute la communauté qui nous regarde à Campeche. Walter Osorio, comment vas-tu? À toute la communauté qui nous regarde dans la ville, au Mexique, à Querétaro. Bon, Gérardo, comment vas-tu? Un grand salut, allons-y, allons où? C'est ce dont dispose l'Iran, voyons voir. La guerre des 12 jours n'a pas détruit. Comment appelle-t-il cela dans le domaine militaire? Disons non. Ce qui a été détruit, ce sont les installations nucléaires. Cette guerre des 12 jours, eh bien, a laissé intact, presque intact, l'appareil militaire iranien. C'est-à-dire que les Iraniens, avec les forces qu'ils avaient, eh bien, ils en ont à peu près autant, voire peut-être même plus. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des voyages des Russes qui apparemment transporteraient certaines armes. En ce moment, la Russie ne peut pas non plus, c'est-à-dire aider beaucoup, mais par exemple pour des questions de munitions et des choses comme ça. Maintenant, cette guerre qui a eu lieu entre le 13 et le 24 juin entre Israël et l'Iran a affaibli une partie des défenses iraniennes. Parce que tu te souviendras qu'il y a eu la destruction de certaines bases, la destruction de certains lanceurs de missiles, mais le plus important, les Iraniens. Ce n'est pas à la surface, mais sous terre. Et à ce moment-là, ce sont des installations nucléaires qui ont été détruites, n'est-ce pas? Ce qu'ils assurent maintenant, eh bien, c'est qu'ils sont mieux préparés parce qu'ils ont déjà subi une attaque des États-Unis et d'Israël, ou d'Israël et des États-Unis, n'est-ce pas? Et que maintenant, ils seraient donc un peu mieux préparés. Maintenant, de quoi dispose-t-on? Eh bien, ils disent qu'au moins, en ce qui concerne les missiles balistiques, ils sont presque intacts, c'est-à-dire qu'ils en ont une bonne quantité, mais ils n'ont pas autant de lanceurs, c'est l'un des problèmes qu'ils ont en ce moment. Et il n'est pas non plus très clair combien de drones ils ont exactement. Mais on sait aussi qu'ils ont une grande quantité de drones qui sont bon marché et qui peuvent te causer des problèmes. Au moment, par exemple, d'attaquer des porte-avions, c'est-à-dire tu as des systèmes de défense, oui, mais rien d'autre que cela. S'ils lancent 1000 drones, c'est-à-dire s'ils en lancent une très grande quantité, ce n'est pas si facile de les arrêter. En fait, ils misent sur le nombre. Disons-le clairement, ce que disent les experts, c'est que, fondamentalement, s'il y a une attaque aérienne contre l'Iran, ils auront le ciel ouvert, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement pas de défense. Rappelons qu'Israël les a pratiquement toutes détruites, c'est le point faible, et cela pourrait provoquer une guerre étendue.
L'Iran va contre-attaquer et ciblerait, comme évoqué, les bases régionales, mais pourrait aussi viser l'infrastructure pétrolière. Déposer des mines dans le détroit d'Ormuz, qui est ce détroit en fait qui se trouve dans le Golfe et bien par lequel passe 1/5 du pétrole mondial. Il pourrait aussi tenter de viser les porte-avions américains présents ou en route dans la zone. Attention! Les missiles supersoniques, eh bien, même si en théorie, il y a certaines défenses composantes que possèdent les États-Unis. Eh bien, si ça ne marche pas, il suffit d'un seul, n'est-ce pas ? Je veux dire, avec un seul, ils peuvent te le couler. Donc s'ils te le coulent, imagine un peu. Eh bien, dans l'histoire, il n'y a pas eu de porte-avions américains coulés dans ce sens. Donc en couler un serait énorme. Évidemment, si cela arrivait, le conflit monterait à un niveau extrême, oui. Si cela se produit, si cela arrive, on irait à la guerre. Maintenant, non, je considère comme acquis que le pétrole va s'envoler. Parce que pour moi, c'est certain, c'est inévitable. Ils vont bloquer le détroit d'Ormuz, ils vont tout paralyser, ils vont poser des mines dans toute cette zone et faites ce que vous voulez, mais personne ne passera par ici. Pendant un bon moment, disons, 20% du pétrole disparaît. Pour le dire ainsi, non ? C'est-à-dire qu'il ne pourra pas circuler parce qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire que c'est très facile et très bon marché de l'exporter par ici. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, non, ils ne peuvent pas l'exporter par un autre endroit pour l'instant. L'Arabie Saoudite a peut-être la possibilité de l'exporter de ce côté-là, mais le Qatar ne l'a pas, et le Koweït non plus. En tout cas, je devrais demander la permission de le faire, c'est-à-dire que cela prendrait du temps. Donc si on te laisse 1 mois sans pétrole, sans 1/5 du pétrole, eh bien ce serait compliqué. Évidemment non, ou il y a d'autres solutions. C'est-à-dire, il faut se rappeler qu'il y a la question de la Russie, non ? La possibilité de négocier avec la Russie, sauf que la Russie, en théorie, il serait en colère à cause de la guerre avec l'Iran. Mais ça l'arrange aussi parce que le prix du pétrole augmente. Oui, le prix du pétrole augmente. Elle n'a pas d'amis en vérité et au final, elle n'en a pas. L'Iran, qui était déjà notre ami, n'est plus ton ami, car il a même un programme spatial conjoint. Récemment, ils ont lancé une fusée ensemble. Enfin, il y a des liens, c'est-à-dire qu'ils ont une centrale nucléaire russe en Iran, ils fabriquent des drones iraniens en Russie, les fameux Shahed. La conception et toute l'usine sont iraniennes et ce sont les Russes qui les possèdent. Donc, il y a vraiment une super collaboration, il ne faut pas se mentir. La relation Syrie-Russie ou la relation Cuba-Russie n'est pas la même, celle-ci est beaucoup plus intégrée. Même si, 2 ou 3 fois, ils ont aussi montré leurs différences, n'est-ce pas ? Ce n'est pas non plus parfait, mais bon. D'accord. Selon les experts, grâce aux images satellites, ils ont pu voir que l'Iran a essayé de relancer la fabrication, par exemple, de certains articles militaires, comme les lanceurs, ou de les réparer, n'est-ce pas? Mais les attaques israéliennes, en gros, les ont vraiment mis à mal. Ce qui est certain, c'est que la capacité exacte de l'Iran en ce moment est inconnue, mais il dispose encore de plus de 1000 missiles longue portée qui pourraient atteindre Israël. Et plusieurs missiles à courte portée qui pourraient attaquer les bases américaines ou des cibles proches. De plus, les réserves de missiles ne sont importantes que si le pays conserve les systèmes pour les lancer. C'est un sujet important parce que, Israël a éliminé beaucoup de lanceurs, mais n'a pas pu les détruire complètement. Ou est-il probable que l'Iran en ait déjà reconstruit certains? Comme je vous l'ai dit, avec les images satellites, ont-ils vu des mouvements pour réparer ce type d'armes? Pas exactement. Ici, nous voyons quelques images qui montrent que depuis 2007, il y avait déjà des constructions dans toute cette zone. Donc oui, il y a du mouvement, vraiment du mouvement. Dès le premier jour où la guerre à Ispahan s'est terminée, ils étaient déjà en train de bouger. Donc, ils ne perdent pas de temps ou s'ils sont occupés, ils sont vraiment en train d'avancer. Et le problème, c'est que l'Iran n'a pas beaucoup d'alliances, contrairement par exemple au Pakistan. Le Pakistan, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que le Pakistan a des alliances avec l'Arabie Saoudite. Il a des alliances avec la Chine, il a des alliances avec les États-Unis. Ou bien il ne se protège pas, donc il vaut mieux s'allier avec plusieurs. Et les Iraniens ont été beaucoup plus orthodoxes. Et pour cette raison, tout le monde n'a pas eu d'alliance importante avec eux. Les Chinois sont déjà partis et ont averti tout le monde de quitter, car la situation va se compliquer. On sait aussi que la Chine n'a pas d'alliance de surplace.
C'est-à-dire, ils ne sont pas non plus du genre à respecter les alliances. Et cela parce qu'au final, il y a une raison derrière tout ça. Par exemple, ce qui s'est passé récemment avec l'Ukraine, non, ou que la Chine envoie déjà de l'aide à l'Ukraine. De l'aide humanitaire, si tu veux, et plus précisément, de l'aide humanitaire dans le domaine de l'énergie. En gros, c'est comme dire à la Russie « Attends, ne frappe pas cette zone, parce que sinon moi aussi je vais intervenir et je vais les aider. » Et là tu te dis « Attends un peu. » Non, ce n'était pas ça. En théorie, ce sont des partenaires. Oui, ce sont des partenaires, ce sont des amis. Mais jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point, et c'est aussi le cas avec la Russie, non, c'est jusqu'à un certain niveau. Non, ils ne vont pas s'impliquer dans un conflit, du moins pas pour l'instant, pas avec la situation interne actuelle en Iran. Ils doivent vraiment être inquiets en ce moment. Mais c'est aussi ce qu'ils recherchent depuis de nombreuses années, ou bien ont-ils préparé ce conflit depuis longtemps ? Et l'une de ces choses, eh bien voilà, il ne faut pas répéter ça. Et donc non. Regardez, c'est une autre histoire, n'est-ce pas ? Mais malgré tout, les Iraniens viennent de gagner en influence à l'ONU. Que se passe-t-il là-bas ? Quelle est la situation ? Eh bien, la République islamique a déjà choisi celle qui serait la vice-présidente. Bien sûr, une femme lors de la prochaine session de ce qu'on appelle la Commission des Nations Unies pour le développement social pendant la 64e session qui aura lieu à New York. Et cette commission fait partie de l'ECOSOC, qui est l'un des 8 organes fonctionnels clés en matière sociale. La nomination de cette vice-présidente durera environ 1 an, mais l'Iran continuera d'être membre à part entière de l'organisme jusqu'à la fin de 2028. Ils vont donc y rester assez longtemps. La commission est composée de 46 États membres élus selon des critères de représentation géographique équilibrés. Des personnes ou des pays du monde entier y sont représentés. Sa fonction principale, en gros, est d'agir comme organe consultatif et d'analyse sur les questions de pauvreté, d'emploi décent, de justice sociale et d'égalité. Imaginez un peu, et c'est logique. Eh bien, c'est une commission qu'ils ont déjà, ce n'était pas à eux de l'avoir, et bon. Accorder à la Corée du Nord la liberté et les droits de l'homme. Extension et coréen, eh bien voilà, c'est comme ça. Passons donc à un autre sujet. La coupure numérique dans toute cette zone continue d'augmenter. La coupure totale a été terrible. Il y en a là-bas, tout comme je pense qu'il y en a beaucoup dans le monde entier. Beaucoup de gens qui ont un travail numérique. Donc depuis le début de ce blocus, les personnes, les familles, tous ceux qui dépendent de personnes ayant un emploi, que ce soit parce qu'ils ont une chaîne YouTube par exemple, ou qu'ils ont un travail numérique, n'ont tout simplement pas pu recevoir de revenus. Les travailleurs du numérique ont perdu des contrats internationaux, des ingénieurs, des traducteurs, etc., qui tout simplement à cause de ce blocus n'ont pas pu, exactement. Plus ou moins. Par exemple, ils gagnent entre $50 de l'heure jusqu'à 1500 pour des projets qui ont été complètement paralysés. Il y a eu de nombreux jours sans Internet, et voilà. Selon le journal économique iranien, il a été rapporté que l'une des principales plateformes de freelance a évidemment vu son activité chuter jusqu'à 96%. Imaginez pendant les premiers jours de la coupure. De plus, la monnaie iranienne va très mal. Elle est à environ 1,6 million pour $1, ayant perdu la moitié de sa valeur en seulement 6 mois. De plus, sans accès stable à Internet, les travailleurs ont perdu le seul moyen de se protéger contre cet effondrement économique. Il y a un groupe d'entrepreneurs, par exemple, qui a reçu 30 minutes d'accès à Internet, et ces 30 minutes étaient en plus un accès à Internet, contrôlé par la Chambre de commerce. C'est un exemple de la façon dont ils essaient de contrôler à 100%, autant qu'ils le peuvent, l'Internet. Eh bien, beaucoup de gens ont été arrêtés, emprisonnés pour avoir eu un Starlink, pour avoir envoyé des informations. Oui, c'est vraiment, c'est terrible. Il y a des cas là-bas, de musiciens, d'artistes, de gens qui simplement vivaient de ce qu'ils mettaient sur Internet. Eh bien, maintenant, ils attendent simplement que ça se calme, que ça change à un moment donné.
Bonjour à tous dans les commentaires, comment allez-vous? Merci beaucoup d'être connectés et présents avec nous. Santé spéciale à toute la communauté toujours présente avec nous. Verderie, je te fais un grand salut. À Roble, à Vikingo, comment tu vas? 67? Non, à toute la communauté qu'on voit ici jour après jour. Benoît, merci beaucoup de faire partie de cette grande famille. Et alors, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ce week-end? J'espère que vous allez nous recommander un film, une série. On nous a recommandé ici une série qui s'appelle, je crois, Téhéran, qui est sur Apple TV. Oui, c'est une série d'espionnage. Je ne crois pas que ce soit d'espionnage. Une fille, ils disent que cette série est vraiment bien, j'ai vu une bande-annonce, ça a l'air très bien, il faudra qu'on la regarde. Salut Marcella, comment vas-tu? Comment ça se passe au Chili? Salutations à toute la communauté chilienne. Dit Marcella. C'est terrible sans les réseaux sociaux, sinon, enfin, ça fait longtemps qu'Internet est un droit humain, non? Parce que ce n'est pas seulement du divertissement, c'est communiquer, savoir ce qui se passe dans le monde, c'est se connecter, travailler. Des questions de santé, tant de choses qui dépendent maintenant d'Internet, et leur enlever ce droit juste pour que le monde ne sache pas, mais est-ce qu'ils diront ce qui se passait? En ce moment, il y a pratiquement une révolution interne qui commence à se former en Russie. Ils sont super en colère. À cause de Telegram. À cause de Telegram et d'Internet en général, hein? Eh bien, WhatsApp aussi maintenant, ça ne marche plus. Oui, ils sont vraiment très en colère, on en parlera mieux demain en détail, mais oui, ils sont vraiment fâchés à propos de ce sujet. En Russie, il y a déjà eu d'autres pays qui ont même essayé en Afrique. Ici, nous vous avons expliqué comment ils ont essayé et ça s'est encore plus mal passé pour eux. Sur Internet, au moins, tu arrives à t'occuper, non? Et celui-ci, eh bien oui, tu peux critiquer, tu peux faire beaucoup de choses, mais au final, tu es sur Internet. Si on t'enlève Internet, bientôt, ce que tu critiquais, ce que tu exprimais, tu vas finir par le sortir dans la rue, non? Et celui-ci... Et donc, beaucoup de pays se rendaient compte qu'il valait mieux critiquer sur Internet. Parce que sinon, ça devient plus intense, alors je pense que les Russes vont finir par s'en rendre compte à un moment donné. Mais bon, au final, oui. Qu'Internet a aidé à ce que les protestations, par exemple en Iran, puissent communiquer et que ces réseaux puissent se créer. De jeunes et aussi d'adultes. N'est-ce pas qu'ils vont vraiment protester? Salutations, dit-il. Sans Internet, la vie n'est pas la vie, dit-il. Pour voir ce que ça fait... C'est étrange, non? Quand tu ne peux pas voir ce qu'il se passe, tu es comme... Salutations Moreau, il dit aussi incroyable, Diosdado a réussi à saboter les libérations. Et c'est incroyable, incroyable que ce sujet de l'amnistie continue de s'étendre. Salutations Moreau. Dit Claudio, bonsoir. Le séisme du Chili, tranquille de 6,3. Ce n'est pas, non. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas la santé. Et dit Gerardo Hernandez Bueno, ne vous inquiétez pas pour le Mexique, à partir de la liaison du curviométrique. Est-ce qu'on sera pire que l'Iran? J'ai compris que ce n'est pas passé, j'ai compris que ce qui est bien en ce moment n'a pas été arrêté par la Cour suprême. Enfin, en fait, je ne sais pas. Mais d'abord qu'ils règlent la sécurité du site du SAT, de l'IMSS, de tout le monde, de la CEP, parce qu'ils ont été piratés et tout ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas vrai, ils ne sont pas en train de se faire pirater. Et il y a les analystes, les journalistes, spécialistes de ce sujet qui sortent et ils montrent des exemples de la façon dont les informations des gens qui utilisent le SAT sont en train d'être volées. Comment allons-nous donner nos données biométriques comme ça? Non, ce n'est pas ridicule. Plusieurs gouvernements ont essayé, ce n'est pas le premier. Ils cherchent toujours à obtenir plus d'informations, plus de données. Mais pourquoi les veulent-ils? Et pourquoi veux-tu ma cape? Pourquoi tu veux ça? Et en plus, on sait qu'on te pirate tout le temps. Tout le temps. Salut Gérardo, comment tu vas Valéria? Bonjour, comment tu vas Valéria? Bonne Saint-Valentin à vous les gars et aussi à tous et toutes dans le chat. Merci beaucoup Valéria, salutations Claudio, bonjour Benedicto, José Mendez Dorian, et sans Internet je ne pourrais pas regarder mon programme PPV. Salutations Dorian, bonjour. Nous ne pourrions pas travailler, mais au moins dans ce cas, il faudrait qu'on travaille dans autre chose, dit José Mendez. C'est une démonstration de faiblesse d'avoir suspendu Telegram, dit José Mendez. Totalement. Oui, complètement. Si tu es si sûr de toi, tu n'as pas besoin d'essayer de contrôler tout le temps le récit. Salutations aussi à Marcella, Riquelme, Anilar, qui vous souhaitent une bonne nuit à vous et à Pépé. Salutations. Salutations. Comment vas-tu? Est-ce que cela veut dire que la narration commence à se retourner contre eux, même s'ils investissent des millions pour créer une narration? Pour créer une narration, ils la créent ici, au Mexique, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés en Russie dans la création de narration.
Oui, mais il leur importe énormément que tout l'extérieur ait aussi au moins en partie leur propre narration. Dit José Mendes. Comment vas-tu, Marcella? Et avec Render Pro? Très bien, eh bien, un grand salut à toute la communauté. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous allez sortir au cinéma, faire un tour, ou alors c'est quoi le plan? Je pensais qu'aujourd'hui, tu étais avec tes amis, celle du domino, celle du poker, qui s'est réunie. On a constaté beaucoup de mouvements à ce sujet. Il dit Quingo, il dit « Je me dédie le chien, le chat et moi des gardiens de l'amour, pour le diable. » Un grand salut à Dikingo. L'amour entre les animaux de compagnie est le plus pur qui soit. C'est impressionnant à quel point ton animal de compagnie t'aime. Oui, il ne te voit pas comme si Oui. tu es la meilleure chose qui ait vécu ici. C'est drôle, parfois un peu gênant, parce que c'est Je veux dire, tout à coup. Par exemple, en ce moment, souvent, on finit et on va regarder une série, un épisode, un film, tu vois. Et parfois, on est sans rester là toute la journée, on était dehors, peu importe. Alors, on arrive à la diffusion, c'est-à-dire on diffuse le matin, on sort et on revient le soir. Et parfois, on sort le petit chien, peu importe, alors il y a Yoko, surtout elle, qui ne s'ennuie pas de nous. Alors, quand on descend pour regarder des films, c'est le moment avec nous, non ? Donc, tu laisses ici, comme ça, alors je dis attends, tu peux dîner ? Laisse-moi, donne-moi une chance de dîner d'abord, et ensuite je te caresse, d'accord ? Et elle est là, toute excitée, mais pas comme ça. Mais elle est très comme ça, elle te regarde comme si c'était déjà le moment, mais non, ça ne te dérange pas, elle est juste comme ça, avec le regard fixe, non ? Et puis quand tu as fini de dîner, elle vient et se colle à toi, non. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment drôle. bonjour Caribel, ça va Marilena? Comment suis-je ici? Présente? Salutations de Luna, quoi de neuf? Salutations ici, également présente à Miaus. Salutations du Chili, là-bas avec Render. Et si j'attends une de ces promos de Monterrey, non, ce n'est pas de Monterrey, hein? Je ne sais pas d'où c'était, parce que non, je... Non, ici ce n'est pas. D'ici non, enfin peut-être que oui, mais je n'ai pas entendu l'accent, enfin je n'ai pas remarqué d'accent, enfin... Tu n'as pas pu le voir ? Non, je n'ai pas su. Pour les salutations, oui, salutations. Je regardais un podcast de personnes qui étudient la Bible, d'accord, mais qui ne sont pas religieuses, d'accord. Et ça parle de la façon dont le monde est dirigé depuis des siècles, c'est fascinant. Ce qui m'attire toujours énormément l'attention, c'est à quel point nous sommes super cycliques. Vraiment, c'est fou. Il y a peu de temps, un monologue de Ian Mac est devenu viral. Comment il s'appelle ? Ian McKellen, oui, l'acteur, il est allé à l'émission, je crois que c'était celle de McKellen, si je ne me trompe pas, ou une autre, une de ses émissions du soir aux États-Unis, et il a récité un monologue d'une pièce de Shakespeare, où il parle des migrants. Et ce sont exactement les mêmes commentaires que tu entends aujourd'hui. Les gens disent que les migrants viennent pour voler notre travail. C'est comme si nous répétions sans cesse le même cycle et que nous ne pouvions pas en sortir. L'exemple, regarde comment ça s'appelle déjà. Tu te souviens de ce livre qu'on a lu sur la peste ? La peste ? Oui. Oui, je crois qu'il s'appelle La Peste. C'est un livre écrit. Te souviens-tu de l'auteur et du titre ? Ah, je m'en souviens, mais bon, il a été écrit vers 1700 par là, oui. 1600, 1700. L'une des nombreuses pandémies qu'il y a eu, non ? Alors, pendant cette pandémie, quand tu lis ce livre, tu te dis, on répète la même chose, c'est-à-dire, comme ici, qu'on sortait, que la pandémie non, et qu'il y avait toujours quelqu'un comme ça. Et on te vendait des objets pour te guérir. Non. Mais les gens étaient comme ça à cette époque. Il y avait des gens qui disaient « Bah non, ça n'existe pas, les gens mouraient. Je ne sais pas, ce n'est pas vrai, c'est une tromperie du gouvernement, je ne sais pas. » Les gens disaient ça déjà à cette époque. Et aussi le truc typique de « Non, ils disent que c'est ça. » Ils disent qu'en toute une série de choses, qu'ils sortent toujours quand il y a une maladie, la même chose, exactement les mêmes choses. Quand ce genre de désinformation me stressait vraiment, et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, bon, tu vois, on est un cycle. Les êtres humains se comportent toujours de la même façon. On évolue très peu, vraiment. Plus de technologie et tout ce que tu veux, mais non, mais oui. Ou le journal. Le journal de l'année de la peste est un livre de Daniel Defoe de 1722 exactement. S'il vous plaît, si vous aimez la lecture, vous allez adorer ce livre. Vraiment, vous allez l'adorer. C'est un journal au sens propre. C'est-à-dire, il écrivait de la fiction. En fait, c'est lui qui a écrit celui-ci, si je ne me trompe pas, où il y a celui avec Jules Verne et tout. Non pas Jules Verne, mais celui avec Vendredi. Ah, laisse-moi voir parce que je ne me souviens plus. Oui, je m'en souviens, mais vérifiez quand même. C'est littéralement un journal. Robinson Crusoe ?
Robinson Crusoe, c'est lui qui a écrit Robinson Crusoe. Mais à ce moment-là, en voyant toute cette situation, il a commencé à écrire, écrire et écrire. Il a aussi observé ce comportement chez les millionnaires, notamment pendant la pandémie, où il semblait être très à l'aise. Vous vous rappelez comment les millionnaires partaient sur des îles ou dans des lieux similaires ? Eh bien, ici aussi en Angleterre, ils sont partis. Tous sont partis. Il avait aussi de l'argent et pouvait partir car sa famille était très riche. Je crois que lui aussi. Et il décide de rester. Parce qu'il est curieux de pouvoir tout documenter, alors il note jour après jour, il documente chaque jour. Ils ont commencé à fermer les fenêtres parce qu'il disait que je ne sais pas quoi à propos des fenêtres. Tel jour, je ne sais pas quoi. Alors, la description est vraiment excellente, vraiment. Ça te fait comprendre que les êtres humains, comme vous dites, n'est-ce pas ? Nous sommes cycliques et nous faisons constamment la même chose. Mais bon, il dit, mais nous n'apprenons pas, dit Apache. Il dit, Luis Hernandez, qu'est-ce qui serait bien comme cadeau numérique pour la journée de l'amitié? Que pensez-vous de l'IA? Que pensera l'IA du 14? Ah, eh bien, qui sait ce qu'elle en pense, mais alors, qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui serait bien comme cadeau numérique? Je pense que, par exemple, un abonnement à quelque chose, non? Si quelqu'un aime les films, alors offre-lui, je ne sais pas, un abonnement à Movie ou à n'importe quoi d'autre. Ce truc, si tu te dis, bon, je vais l'offrir, mais il a déjà Netflix, mon ami, peu importe, alors laisse-moi trouver un cadeau, quelque chose qu'il n'a pas qu'il a déjà. Tu sais quoi? Je t'ai offert 3 mois d'Apple TV pour regarder une série qui te plaît ou non. Ou s'il aime les jeux vidéo, alors offrez-lui une carte pour des jeux vidéo. Il y a plein d'options. Il suffit juste de savoir ce qu'il aime, non? D'Amazon, il achète ce qu'il veut aussi. Voilà, oui, une carte Amazon, et avec ça, les gens sont contents, c'est un bon cadeau. Salutations à José Mendez, j'ai oublié de te dire, ce n'est pas pour nous. Salutations à Walter, comment vas-tu Walter, comment ça va? Très bien, salutations. Dit Marie-Léna. Oh, au fait, mes chats sont adorables, les animaux sont pleins d'amour, prenez-en bien soin, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire, aux petits malades, des câlins, salutations. Salutations, comment vas-tu? Très bien, dit-elle avec des chats et des cœurs. Je sais, les chats sont très gentils. Salutations, comment vas-tu, miaou? Quoi de neuf, Marcella? Et avec Rosalinda Mercedes, comment vas-tu? La peste d'Albert Camus, non, je ne la connais pas. Celle-là? Elle dit, oui, ils se voient et ont parlé. Depuis quand dure le conflit au Moyen-Orient et quelle est l'origine de la race? Ils n'ont gardé qu'une seule question à la fin. Qui a sacrifié Jésus? Salutations, oui. Salutations, comment vas-tu? Très bien, il dit, je commente. Pépé, il dit. C'est pour ça que les choses n'arrivent pas, c'est à cause des incrédules, du déni. Et quand ils tombent malades, ils regrettent. Je t'envoie une accolade. Salutations, Marie-Hélène. Comment vas-tu? Celui-ci, salutations à toutes. Tu vois, ce sujet du déni en général est constant. Ou bien s'il se passe quelque chose qui fait peur aux gens ou à certaines personnes. Et il y a des personnes qui entrent dans un déni absolu à ce moment-là. À cet instant, n'est-ce pas? Donc il faut aussi en être conscient. Non, parce que cela peut nous arriver à nous, ou peut-être que nous ne nous en rendons pas compte et qu'une fois ici, nous sommes dans le déni qu'il se passe quelque chose, ou qu'un membre de la famille ou une connaissance leste, et il faut savoir comment gérer cela, parce que, comme il disait, c'est une erreur de vouloir forcer ou convaincre la personne. Non, ce n'est pas que j'ai raison, même si tu sais que tu as raison. Et tu sais qu'il faut être très patient, parce que les gens ne comprennent pas si tu veux forcer l'information. C'est-à-dire, non, ça ne va pas arriver. Donc il faut écouter et être patient. Eh bien, Piston dit. Bonjour, qu'est-ce que fait Tourna? Tourna? Oui, en fait, elle est en train de passer l'examen pour devenir licenciée en travail social. J'ai eu l'anniversaire de ma belle-mère sans lui offrir de cadeau. Et toi, comment vas-tu? Salutations, Piston, je n'ai pas compris pour Tourna. Comment vas-tu? Très bien, compris. Il dit... Bonsoir à tous jusqu'à Querétaro. Quoi de neuf, il dit? Le meilleur cadeau serait un super chat, dit-il. Salutations, Manuel. Un super chat ne serait pas mal. Allez, exactement, Manuel. Ce serait une bonne idée, Porxic. On dit, Laoshi est une dramatisatrice, incognito, c'est un garçon, papa à garçon, il a des visions, oui. Non, attends. C'est que c'est cette saison, oui. Saison 12. Oui, j'ai déjà appuyé, mais ça ne se charge pas. Ah. Je ne la vois pas. Qui sait si? Ah. Non, si, ça se charge. Puisque maintenant, 1 et 2. Oui, les 2 y sont déjà. Je ne la connais pas, mais cette actrice paraît très bonne, d'après ce qu'on dit. Un avenir toxique.
Des milliers de personnes vivent dans un immense silo souterrain. Oh, tout ce qu'on aime. Oui, ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Quand le shérif enfreint la règle principale, un trouble-fête surgit et des résidents meurent mystérieusement. L'ingénieure Juliette, qui est Rebecca Ferguson et que j'adore, commence à découvrir des secrets surprenants. Et la vérité sur le silo, il faut le voir. Il faut la voir, disent-ils. Turma signifie groupe. Ah. Dans quoi? En Uruguay, en Uruguay, en Uruguay. Eh bien, je ne sais pas si c'est dans une langue ou si c'est simplement comme ça, c'est que je n'ai pas connu ce terme aujourd'hui. Nous étions en train de discuter, nous sommes allés marcher un moment et nous parlions de ces termes qu'on utilise dans différents pays pour dire la même chose, comme ordinateur en espagnol ou autre. Comment ils appellent ça champions en Argentine? Je ne sais pas si en Uruguay aussi ils disent champion, je ne sais pas. Mais ce sont parfois des termes qu'on pense être les mêmes. Et en fait, non, n'est-ce pas? Par exemple, basket... Basket, oui. Oui, c'est ça. Pourquoi basket commencerait? Je veux dire, je scie le tennis, le sport. Le tennis n'a rien à voir avec les baskets, le sport. Ou pourquoi? À quel moment? Parce que les baskets ont été inventés pour le basket. Avant, les gens utilisaient comme une pantoufle. Le tennis existait déjà? Le tennis existait déjà. Oui, le tennis existait déjà. Ils utilisaient cette pantoufle. Alors qu'est-ce que c'était? D'abord? Oui, eh bien le jeu. Le ou la guide, le jeu? Évidemment le jeu. Non, je ne parle pas du tennis. À quel moment avons-nous eu l'idée d'appeler le tennis tennis? Le tennis, oui. Aux États-Unis, ils disent aussi tennis. Non, comment ils appellent ça? Là-bas où ils appellent ça? Dans quel endroit? Footwear, athletic footwear. Non, attends, je ne sais pas. Oui. Oui, très. Il dit ceci, il dit... Tu le vois, non? Wolverine? Tennis aussi. Tennis aussi, ah. Bon, mais c'est le tennis, le jeu? Non, tennis, le jeu, non, mais les tennis, les chaussures. Tennis, chaussures de tennis, tennis shoes. Non, mais tennis shoes. Mais tu parles des tennis, c'est-à-dire de la chaussure de tennis, salguar, tennis. Voyons, ceux qui vivent aux États-Unis, comment appellent-ils les tennis? Aux États-Unis, est-ce que les champions sont les baskets ou les tennis? Sneakers? Pas sneakers? Mais ce n'est pas comme si... On dit aussi basket pour sneakers. Oui, maintenant. Il va y avoir des sneakers de... Oui, pour tout le monde. Ou est-ce que j'ai l'impression que sneakers est plus utilisé pour des baskets décontractées? Je ne sais pas pourquoi, oui. Enfin, on m'a aussi posé exactement cette question. Ou alors c'est un terme un peu vieillot. Non, parce que là, tu dois me donner des sneakers. Enfin, il y avait... Non, il n'y a pas. Il a volé. Non, il ne s'est pas enfui. Il a volé. Il n'y en a pas d'autres. Oui, ils disaient qu'il y avait un sneakers. Le magasin de sneakers, bon, il s'est enfui, ce n'est pas celui qui avait des rayures. Il parle de rayures noires et blanches. Les gens qui travaillent en là-bas. Tu te souviens de ce magasin? Ils ne vendent que des baskets? Ce magasin est très célèbre aux États-Unis. Non. Ah, tu parles de la marque qui sonne pareil, mais oui, des sneakers à Vegas, des baskets. Oui. Mais des baskets, c'est bizarre. Des baskets, c'est bizarre, oui. Super bizarre, moi ça sonne comme une chaussure de danse, non, ça ne sonne pas comme oui. Ici, je pense que dans tout le Mexique, on dit pareil, tennis, je ne crois pas, moi. Tu dis ou tennis, oui. Ils appellent ça des tennis. Le canyon qui a tremblé dans l'Utah aussi 3,6, il dit à 6 heures. C'est bizarre, non? L'Utah a tremblé. L'épicentre était ici, près de chez moi, il dit. Ça a fait une drôle de sensation, et ça a sonné comme si quelque chose explosait, ou comme des voitures qui se percutent. Très étrange, c'est fou. Ding. Christy, vous ne l'aviez pas du... Côté enregistré là-bas? Je ne sais pas, mais je suppose que oui. Parce que ça, je le vérifie ici. Oui, c'est là, regarde, c'est là, c'est par là. Voyons celui-ci. Voilà le petit point rouge. Non. Celle-là. Caméra. Et le petit point rouge, qu'est-ce qu'il y a? C'était intense ou ce n'était pas intense ou quoi? Oui, c'est un 2 points. Ah, non, je crois que c'est parce que... Non, je ne sais pas. 2,6. 2,3 de profondeur, c'est peut-être à cause de la profondeur. Mais regarde, celui-ci, c'est celui de Utah, non? À Salt Lake City, près du Grand Lac, là c'est le séisme. Regarde, oui, c'est curieux. Merci Christy, comment ça va? Salutations. Salutations, dit Erderi. Un Américain ne dira jamais tennis. Oui, non, dit Jota. Une question, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé avec la comète Atlas? Elle a déjà quitté le voisinage? Oui. Autrement dit, elle va vers Jupiter. Va-t-elle y arriver ou juste passer? Ah, d'accord.
Et il manque encore des informations qui, en théorie, devraient en sortir dans les prochains mois, on verra s'il y a des nouveautés. Mais pour l'instant, oui, elles s'éloignent. Ah, regarde Vicky, je crois que c'est la marque dont tu parlais, le magasin Food Locker. Voilà, est-ce qu'ils ont terminé ici? Non, je sais qu'il n'y en a pas eu ici, mais si tu vivais à la frontière, qu'est-ce que c'est? Ok, non, comme ça je ne les connais pas. Ah, Je ne suis jamais allé à une de celles-là. c'est le magasin, oui, salutations à, dit Manuel Munoz. L'avantage de l'espagnol, c'est qu'on utilise un seul mot pour plusieurs choses. L'avantage pour les étrangers, oui, apprendre l'espagnol est horrible pour les étrangers parce qu'en plus, chaque pays a des mots différents pour les mêmes choses, c'est-à-dire, oui, C'est très compliqué et il y a des significations totalement différentes dans le même monde. Et attends, laisse tomber les temps. Les conjugaisons, les Japonais ne savent pas comment faire parce qu'ils ne conjuguent pas. Je me demande alors comment ils parlent du passé, du présent, du futur, de l'imparfait et du plus que parfait. et avec tous ces problèmes, par exemple avec les pronoms, il y a même des pays où il n'y a pas de pronoms, Ce n'est pas génial. ils n'utilisent pas de pronoms. Ils évitent les ennuis et ne se battent pas. Ce chien, Rien de tout ça, elle, lui, rien du tout. c'est-à-dire tout le monde est pareil, Tous pareils. C'est drôle, enfin pour nous, parce que, oui, parfois, comment doivent-ils nous voir? N'est-ce pas comme quand on voit les Japonais parler là-bas sans rien comprendre? Oui, c'est ça. oui, arrête de parler et salutations à tous dans le chat à Vikingo. Et ils ont filmé un ovni ou un WAP, comme on les appelle maintenant en Patagonie argentine, émettant un puissant faisceau de lumière. D'accord, d'accord. Oui, il y en a plusieurs, on en parle demain matin. Le passé composé et c'est l'infinitif qu'il ne reste rien, 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 il ne termine jamais. Oui, je me souviens quand j'étais petite et qu'on a commencé à nous apprendre l'antéprétérie et le coprétérie. Moi, je détestais ça et cette personne aussi. Comment ça s'appelle? Peux-tu répéter le nom du livre dont on vient de parler? Tu penses que je l'ai fermé? Je vais le retrouver. Oui, regarde celui-ci. Et quoi? Et ça, qu'est-ce que je fais? Et ça t'ouvre tout ce que tu as ouvert. Lequel? Ces deux-là, Ces deux-là? Oui. et tu peux le suivre là plusieurs fois. N'est-ce pas? Maintenant pique. Ah d'accord, Pour voir si ça marche. ça va revenir. Ici aussi, on l'appelle le journal de l'année de la peste. Le journal de l'année de la peste et l'auteur. L'auteur s'appelle Daniel Defoe, comme l'acteur, mais avec un E. Daniel Defoe, l'année de la peste. L'année de la peste? Daniel Defoe. Où est ce livre? Est-ce que la Gandhi l'a d'ailleurs pour ce... Non, je l'ai acheté, non, oui, la Gandhi. La Gandhi, oui. Donc c'est un livre relativement petit. Je crois qu'il était de couleur rouge. Non. Évidemment, celui d'en face est bleu et on l'a acheté en ville et derrière il est blanc. Nous l'avons acheté quand on était déjà en pleine pandémie. Non, oui. Bon, oui, à chaque fois on commence. Ils en profitaient comme pour dire « Regarde, ce livre est bien ». On va le savoir sur les portails. Il dit « À l'école d'anglais Interlingua, on nous grondait parce qu'on ne savait même pas parler espagnol. C'est classique, ils ne savent même pas parler espagnol. » Non, et puis par exemple en anglais aussi, l'anglais du Royaume-Uni n'est pas le même que l'anglais des États-Unis. Par exemple, ils appellent l'avoine complètement différemment. En Angleterre, ils disent porridge et aux États-Unis, ils disent oatmeal. Donc c'est pareil, non? Au final, ils ont des mots différents. Oui, L'un vient d'où? dit Vikingo. Tu y penses maintenant? Tu n'as jamais entendu ce mot? Ouais, bien sûr. Alors, salutations à Plusquap. Il dit que le Plusquap parfait est la mer en voiture. C'est quoi le Plusquap parfait? Qu'est-ce que c'est? Salutations à Francisco. J'ai un ami aux États-Unis qui a suivi un cours d'espagnol et il l'a raté. Ah, la chose, il est d'ici ou, enfin, il sait parler espagnol. Oui, dit Valeria. Les gars, ça m'arrive avec mon partenaire qui est de Buenos Aires. Là-bas, ils appellent les baskets des zapatillas. Et maintenant, je dis juste zapatillas. Et il me regarde bizarrement. Tu dis champion? Comment va-t-il comprendre? Non, son partenaire dit champion. Non, moi, ça m'arrive avec mon partenaire qui est de Buenos Aires. Tu t'y habitues? C'est-à-dire que, même toi, à l'intérieur de l'Argentine, Moi, comme je l'ai vu, je l'ai appris dans une vidéo de ce comédien Lucho Meillera qui raconte que quelqu'un s'est plaint que quand il rentre chez lui, il jette toujours les champions à l'entrée. Je me suis demandé de quoi il s'agissait. Puis là, ils expliquent que les champions sont des baskets. Pour moi, c'était clair, comme si en Argentine, ils appelaient les baskets des champions. Mais apparemment non, n'est-ce pas?
Ce n'est pas selon les régions. Et aussi parce qu'en plus, il y a cette histoire de région. Par exemple, ici au Mexique, quelqu'un qui, disons, semble avoir de l'argent, qui est comme ça, comme très, très snob, on dit fresa, non? Quelqu'un qui est très, comme on dit, pijo en Espagne, ici on dit fresa, mais si tu vas, je crois qu'à Chiapas, non, là-bas on dit Freddy, ils disent Freddy. Mais chaque région a aussi ses propres mots différents. Oui, il dit que quand je vais au Mexique, je vois beaucoup de boîtes de peinture comme un produit d'incendie. Je ne comprends pas. Il dit au Mexique, je vois beaucoup de boîtes de peinture. Je ne comprends pas, explique-moi ça. Dit Gerardo Hernandez. Appartement ou flat? Oui, bien sûr. Moi aussi j'ai entendu ça, le flat, mais oui, enfin. Et ici on dit appartement, par exemple, ici non. En Espagne on dit piso, mais ça n'a jamais été clair pour moi. Donc, piso, c'est l'appartement, ou piso, c'est que tu as tout l'étage, c'est-à-dire tout un étage. Je ne sais pas. Là, seule la communauté espagnole peut dire. Mardi, nickel ou tennis? Oui. Ce n'est pas parce qu'on parle espagnol qu'on connaît la grammaire. Je m'inclus aussi, dit Dorian. Oui, il y a tellement de règles. D'un coup, je ne sais pas pourquoi. À un moment, YouTube s'est mis à me proposer plein de shorts de grammaire pour que j'apprenne. Super, vraiment super. Dis-moi si je m'en souviens, eh bien non, parce qu'il faudrait vraiment être très dévoué pour, enfin, se souvenir de chaque terme. Ce que quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine, qui est bon en grammaire, me dit, c'est qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre la grammaire qu'en lisant des livres, en lisant des actualités. Parce que tu le sens bizarre quand tu vois un mot, par exemple, qui est mal écrit, et tu te dis, je ne sais pas pourquoi, c'est étrange, non. Mais c'est faux, tu dis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est faux. Je ne connais pas la règle, mais c'est faux. Ce qui m'étonne, c'est les gens qui écrivent super mal et qui l'utilisent. Je veux dire, ils t'ont écrit sur WhatsApp et tu te dis, mais si WhatsApp te montre que c'est faux, pourquoi tu t'en fiches? Salutations à Nova, qui est très recommandé. Le film d'Hyde s'appelle le film Hyde. Il est très divertissant et il y a des moments très drôles. Ok, ça va. Salutations à Nova, salutations à Frédéric. Comment vas-tu? Salutations, pourquoi Frédéric? Ah, je sais Frédéric. Oui, enfin tu es un Frédéric. Salutations à Hyde. Non, je ne l'ai pas compris quand un ami nous l'a raconté, oui, et ensuite nous sommes passés... Mais je sais pourquoi. Enfin, Eh bien, parce que c'est Freddy de Fresa, c'est tout. Oui. Bien sûr. C'est la fille de sang. C'est comme quand tu dis ceci, comme le baseball, ça par exemple, pareil, aussi ceci, enfin, c'est bien Freddy, oui, pareil, c'est comme le baseball. C'est-à-dire comme Tintin qui jouait avec tout cela. Celui-ci dit Benedicto, oui, différentes formes idiomatiques, phonématiques. Salutations, Benedicto, dit l'auteur de Robinson Crusoe. Oui, dit l'auteur, dit-il. Piso, c'est l'appartement en Espagne, dit Gisèle. C'est un appartement. Et si tu as tout le piso, c'est-à-dire si tu es propriétaire de tout le piso, comment ils appellent ça? On appelle ça un penthouse? Penthouse? Enfin, non, je ne sais pas. Ici, on appelle ça ainsi. Dans le penthouse, tu possèdes tout l'étage, parfois même 2 étages. Oui, salutations à Arce. Alors on dit banane en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, en Bolivie, au Chili, banano en Colombie, en Équateur, au Costa Rica, au Honduras, au Nicaragua et au Guatemala et Guinea. Qu'est-ce que t'entends en République dominicaine, à Porto Rico, au Panama, au Salvador, au Honduras, à l'est de Cuba, dans les Caraïbes colombiennes et Cambour au Venezuela? Exactement, et platano, et ici aussi platano, et puis moi, je n'avais même pas pensé que la banane plantain n'est même pas à nous, c'est-à-dire, ce n'est pas d'Amérique. Ah non, ce n'est pas d'Amérique. C'est quelque chose qu'ils ont rapporté de certaines îles là-bas, je ne sais pas si c'est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de quelle région exactement, mais en tout cas, ce n'est même pas d'ici. Le problème, c'est que lorsqu'on apporte ce genre de nourriture, comme en Haïti, ça ressemble à une chanson de Bad Bunny. Là-bas, ils ont amené l'ananas et je ne sais plus quoi d'autre. Ah, et la canne à sucre, ils en sont vraiment obsédés. Oui. Les impérialistes de 1700, 1800, voilà. Et en gros, ils ont détruit tous les fruits. Oui. Originaux, et ils ont été perdus, enfin, à cette époque-là, ils se fichaient complètement de l'écologie, bien sûr, dit Platano. Au Mexique, au Pérou, au Chili, en Bolivie occidentale, à Cuba, Gualélé, dans l'est de la Bolivie. Ouah, c'est vraiment fou, hein? Il dit. Papa, un jour de voyage. L'armée m'a arrêté avec un groupe de Sud-Américains au sud du Mexique. Ils ont dit attache ta ceinture. Et c'était le seul libre, j'ai dit comment? Je n'ai pas compris.
que c'était les Sud-Américains, le sud du Mexique. Ils ont dit « attachez votre ceinture » à un groupe « attachez vos ceintures » et ils ont dit « attachez votre ceinture » et c'était le seul libre, ils n'ont pas compris. Je lui ai donné son os et corps, salutations, dit-il. Le tennis vient du français parce que tennis, qui signifie tenez, prenez ou recevez, en France il criait ce mot pour prévenir. Là-bas va le ballon, c'est-à-dire le football, donc ça vient du football, c'est-à-dire de la France et du football, quelque chose comme ça. Bien que, Digi, en Espagne, ils appellent pisos les appartements et aux immeubles d'appartements, ils disent fincas. Comment faisaient-ils des fincas? Ils appellent les appartements piso. Piso, oui. Et à un immeuble d'appartement, ils appellent ça des fincas. Ici, une finca, eh bien, c'est comme un ranch. Oui, comme un ranch, mais pas simple parce qu'une finca, c'est plus luxueux. Comme un oui, eh bien oui. C'est un endroit où tu as peut-être tes raisins pour ton vin artisanal que tu fais comme passe-temps. Il dit. C'est que oui, il dit. Personne ne savait ce que voulait dire le mot fagense, c'est-à-dire fagense. C'est comme, ce que je comprends par fagense, c'est... C'est rentrer sa chemise? Tu rentres ta chemise dans le pantalon? Oui, c'est-à-dire, pour qu'on voit la ceinture, non. Enfin, pour ne pas avoir la chemise sortie. Non? Oui, c'était ça, oui. Et pourquoi ont-ils été les seuls à survivre? Je ne sais pas. Il dit salutations à... Et il dit aussi qu'au Venezuela, le cambur, c'est la banane. Et il dit ici, il dit Bénédicte. De même, ici, les étages en Argentine, aussi en Argentine. Aussi en Argentine. Ok. Ici, on dit appartement ou département. Non, AA. Il dit ici, il dit Manuel. En parlant de films, quelle série à suspense recommandez-vous? Ah, eh bien, celle de... Ah non, ce n'est pas Sévérance, qui est très bien. Sévérance est bien. On regarde aussi celle des chevaux lents. Non, mais le suspense, bon. C'est du suspense, oui. Le suspense, oui. C'est du suspense politique, donc avec un plus. L'autre, c'est juste du suspense, ils ignorent même ce qui se passe. Et l'autre, celle de celui-ci, celle qui apparaît dans Better Call Saul. Comment s'appelle-t-il, ce pluribus? Pluribus? Oui, c'est comme Sévrance, tu ne comprends pas ce qui se passe, c'est de là. D'un coup, il y aura des gens, parce qu'ici ils ne l'ont pas dit, qui adorent, d'autres à qui ça n'a pas plu du tout. Donc, regardez là pour voir ce qui se passe. Non, ce n'est pas ça. Allez, on y va les gars. Rappelez-vous qu'on est sur WhatsApp, on est aussi sur Telegram, sur X, sur Instagram, et où est-ce que j'ai oublié? Oui, WhatsApp, sur Instagram. Sur Instagram. Salutations, Tapatia, Yo-Yo, Marcella Francisco. À toute la communauté, un grand merci à tous les membres de la chaîne. Merci aussi de nous soutenir. Dans la description, plusieurs moyens existent pour soutenir la chaîne. Merci, à demain, à bientôt, interruption du programme habituel. Merci de nous avoir suivis. En vérité, ceci est Pépé. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, en contrôlant le signal Pépé et Astrid qui dit la vérité. Journalisme brut, ici, on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur, on fait l'appel.